Dans cet épisode-ci des Critiques du Masque, ce sera une vidéo marathon car je vais vous parler, comme je le fais d'habitude une fois par an, et cette vidéo-ci a beaucoup de retard, je m'en rends bien compte, d'une de ces notions que j'ai l'habitude d'utiliser mais que je n'ai pas précisé. Donc dans cet épisode-ci, je vais vous parler de pourquoi le rétro gaming c'est important, comment on pourrait en parler de manière améliorative, de l'utilité de cette fameuse notion, et peut-être même de quelques abus qui tournent autour de cette idée, c'est-à-dire de jouer à des jeux qui ont été neufs à une époque, mais des décennies après leur sortie. Et tout ceci aura lieu dans un épisode d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, de quoi est-il question ? Mon avocat m'a dit dans ce genre de situation qu'il était toujours bon de rappeler aux gens que décidément ce genre de vidéo c'est une vidéo de réflexion, que c'est une vidéo qui est basée sur mon opinion, que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même, que si vous voulez en discourir dans les commentaires, on en discourra dans les commentaires, mais qu'il est évident que si vous êtes absolument stupide, que vous n'avez jamais joué à un jeu vidéo rétro et que vous êtes profondément contre, je ne peux rien pour vous. Cependant, dans un but de clarté, je vous rappelle que l'intégralité de ce que je vais vous dire est en quelque sorte une improvisation qui sera basée sur ceci, qui représente à peu près genre 3 pages de feuilles A5, c'est comme ça que ça marche généralement dans le domaine de la papeterie. Quand le chiffre augmente, la feuille est plus petite. C'est comme ça que j'ai réussi à mémoriser ce terrible niveau de réflexion sur le papier. Cependant, je vais vous dire ceci, il est évident que ce qui est écrit ici ne suffira pas à faire les 45, 50, j'espère que ça fera à peu près 50 minutes de vidéo et pas beaucoup plus que vous allez voir ici. Simplement, je vais vous dire que ce sont donc des réflexions qui me sont issues de mon esprit et d'une vie que j'ai passée à jouer aux jeux vidéo, car j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo en 1989 en salle d'arcade avec ma maman, et qu'il est évident que d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est quelque chose qui a eu un plus gros impact que c'était prévu sur ma vie, que nous sommes maintenant en 2227, car cette vidéo a été filmée dans le futur, en train d'en parler, c'est une évidence, et que j'ai eu la bonne idée de faire cryogéniser mon esprit, car comme vous le savez, après ce terrible holocauste nucléaire qui a eu lieu, la plupart des gens qui avaient quelques moyens ont trouvé un système afin de survivre à ce terrible holocauste nucléaire, et il est évident que la plupart des gens qui étaient dans le domaine d'activité d'être dans le kung-fu ont fait comme dans Hokuto no Ken, et qu'ils sont en train de se battre contre des incroyables guerriers en utilisant le pouvoir qu'ils ont à faire exploser leurs centres vitaux. Simplement maintenant, je vais vous parler de jeux vidéo. Donc, tous les jeux dits rétro étaient neufs à une époque. C'est stupide à dire, mais ça mérite d'être clair. C'est un truc qu'on oublie trop souvent, c'est que les jeux ne sont neufs que quelques instants. Je veux dire, ils ont quoi, 2, 3, 4 semaines afin de se vendre sur les étals, puis après ensuite, ils finissent démarqués, puis après il y a un moment où ils disparaissent des étals, et ensuite ils tombent dans le domaine du rétro gaming. Alors il est évident que le domaine du rétro gaming, c'est plus généralement des jeux sur des consoles qu'on ne peut plus toucher, ou des jeux qui ne sont plus nécessairement immédiatement dans l'idée du goût actuel des gens qui sont en train d'y jouer, et qu'il est même des jeux que j'ai critiqués quand ils étaient neufs, comme Beautiful Joe, ou Odama, ou je sais pas moi, Katamari Damacy, des choses comme ça, qui sont maintenant du domaine très clair du rétro gaming, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des jeux qui sont dans votre vie sortie, que ces jeux qui sont sortis durant votre vie sont maintenant du domaine du rétro gaming, c'est parfaitement normal, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce dont il est question, c'est des jeux qui étaient neufs à une époque et on fait un effort afin de pouvoir y jouer dans le futur, afin de pouvoir s'en souvenir et d'espérer ainsi transmettre quelques notions logiques de ce que ça peut être le jeu vidéo aux prochaines générations, c'est de ça dont il est question. Chaque jeu représente une époque, et une source de réflexion sur ce que c'était le divertissement d'une génération. Je veux dire, la génération de mes parents, par exemple, c'était celle autour de Pong et Space War. Alors, ils ne jouaient pas réellement aux jeux vidéo, mais le fait est que ça existait. Donc, si vous avez envie de comprendre comment les gens pouvaient se divertir de cette manière-là, vous pouvez voir quel jeu était sorti à l'époque où ils étaient jeunes. Je fais le mouvement guillemets de mes doigts, mais je le fais à l'envers, ce qui fait très étrange, et qu'il est évident que ce genre de plaisanterie peut être considéré comme une quelconque forme de source historiographique sur le divertissement des sources générationnelles dont on peut imaginer que voilà,
telle génération jouait à ceci, telle génération jouait à cela, et que la particularité du jeu vidéo, en plus, c'est qu'il nécessite généralement une machine pour être joué, parce que vous voyez, quand vous jouez au dé, vous avez juste besoin de dés, de comprendre les règles pour jouer au dé, alors c'est les règles de ceci, c'est les règles de cela, les jeux de cartes, les différents types de cartes, il y a le système de cartes traditionnelles, il y a la canasta et tout ça. Bref, vous imaginez donc que le jeu vidéo a une double porte d'entrée, si vous avez besoin de savoir que le jeu existe, et donc d'avoir le jeu, et d'avoir la machine, ou un facsimilé de celle-ci, afin de pouvoir y jouer. Ça, c'est la particularité de rétro gaming. On essaye donc de conserver des jeux, et d'approximer le fonctionnement des machines sur lesquelles on pouvait imaginer qu'on allait y jouer, afin d'avoir la possibilité de continuer à prendre plaisir à tout ceci. Il est évident qu'il y a beaucoup de jeux qui sont disparus, justement, dans cette terrible holocauste nucléaire qui est arrivé en 2000XX, que je ne peux pas vous révéler, vu que je suis téléporté à travers le temps et l'espace pour vous dire des choses intéressantes, mais sachez ceci. Alors, certains de ces titres sont très plaisants, certains le sont moins. Il est évident que tout n'est pas excellent dans le domaine du jeu vidéo rétro, hein. Il y a des jeux qui sont absolument atroces, parce qu'ils sont une somme de terribles tics d'une époque. C'est comme ça que je pense que Demon's Souls sera vu dans le futur. C'est « Ah non, c'est juste du grinding et les choses sont super méga dures. Et qui peut bien avoir le temps de passer 37 heures à augmenter ses incroyables statistiques afin d'avoir la possibilité de se battre contre Grofusius, le gigantesque monstre de Dédale, et bla et bla et bla et bla et bla et voilà. Oh non, un moustique, est-ce qu'il va m'instacker ?» Des choses comme ça, bref. Mais il faut admettre que chaque jeu, même s'il vous plaît pas, peut avoir quelque chose d'intéressant sur la manière dont il a influencé l'histoire du jeu vidéo et sur la manière dont, c'est une évidence, je vais encore le répéter, il s'inscrit dans l'histoire de la discipline elle-même. Parce que le jeu vidéo a une histoire, et c'est pas parce que vous l'ignorez qu'elle n'existe pas, en quelque sorte. C'est aussi, d'ailleurs, un travers de l'époque moderne de penser qu'on peut être critique de jeux vidéo sans connaître l'histoire du jeu vidéo. C'est comme si un mec, il était là genre « J'adore le jazz, mais je ne connais pas le jazz, donc je trouve que ce disque, il est super !» Ça ne ferait pas réellement sens. C'est cependant, à mes yeux, une discipline qui est historiographique. Est-ce que c'est ça que je veux dire ? Historiographique, c'est une discipline historique, on va simplement dire, et qui n'est pas nécessairement nostalgique. Voilà, je pense pas que les jeux étaient mieux avant, mais il y a des jeux qui sont intéressants dans ces jeux qui ont été faits dans le temps. On va simplement dire comme ça. Et c'est une invention, je vais vous le dire, Une invention du 20e siècle ? Et oui, c'est une invention du 20e siècle, un peu comme le rock, le rap, le bubblegum, le funk, plutôt le funk, parce que nous ne sommes pas tous français, les comic books, et bien entendu votre mère, que vous saluez au passage de ma part, ding. L'intégralité du jeu vidéo que nous allons considérer jusqu'ici comme le rétro gaming a été inventé au XXe siècle, et c'est bien entendu quelque chose qui va changer avec le futur, car dans les générations futures, si jamais le jeu vidéo survit à ce terrible holocauste nucléaire dont je vous parle depuis maintenant des vidéos, il est évident qu'à un moment ou à un autre, ce rétro gaming du XXIe siècle finira par être intéressant pour les universitaires bedonnants qui vous donneront envie de ne plus jamais jouer à un jeu vidéo en ayant une théorie sur cette incroyable discipline qu'ils ne comprennent pas, dont ils sont incapables de faire quoi que ce soit, mais qu'ils sont cependant censés apprendre à des gens dans les universités. Alors, il se trouve qu'à une époque, j'ai travaillé sur une série de vidéos qui s'appelait Le Vidéoludiste, dont vous ne vous souvenez absolument pas, mais qui avait la particularité d'avoir un bête qui faisait grosso modo, et que voilà, à l'époque, on pensait qu'on savait l'intégralité des choses sur les bases du jeu vidéo, et qu'il se trouve qu'on avait oublié des cases, et que ça fait longtemps maintenant que j'essaie de financer par Patreon une nouvelle génération du vidéoludiste, mais cependant, je vais vous faire ici les bases, et les bases sont très simples à comprendre, c'est que le jeu vidéo, c'est une discipline qui a été inventée à diverses reprises par des segments divers de la population, et qu'on peut considérer que tout commence en 1950 avec Bertie the Brain de Dr. Joseph Cates, qui est présenté à la Canadian National Exhibition. C'est un jeu en public de tic-tac-toe. Vous savez, l'oxo, en gros. C'est un peu ça. Et on pourrait considérer donc que d'une certaine manière, une filiation du jeu vidéo est une invention canadienne. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si vous êtes canadien, ça vous intéressera très bien. Et qu'en 1958, William Higginbotham du Brookhaven National Laboratory invente Tennis for Two. C'est le premier jeu à deux. Il utilise des oscilloscopes. Alors, shpoum, c'est ce jeu-là qui a été piqué par, vous savez, les incroyables équipes de Nolan Bushnell et les gens de chez Atari pour faire Pong, le fameux jeu qui a donné lieu à Trune, vous savez, le jeu où Jeff Bridges était un personnage en 3D calé dans le slip de son fils, qui était lui-même une borne d'arcade, c'est comme ça que ça se passe. En 1961, Space War! Il y a un point d'exclamation, je veux dire, Space War! Du MIT, le premier jeu multijoueur, tourne enfin sur du matos académique, ce qui est le but du matos académique, hein, c'est d'être détourné par des plaisantins pour faire des jeux vidéo, et la particularité du truc, c'est que, à la base, ça nécessitait tellement de puissance qu'il fallait 2 machines pour pouvoir y jouer à 2. Tellement le code était volumineux, tout ça, que c'était quand même des très mauvais ordinateurs en 1961.
quand on y réfléchit pas besoin. En 1966, et ce n'est pas une blague, Ralph Baer commence à penser, pas à mettre en œuvre, à penser au jeu console. Il écrit un plan de 4 pages détaillant ses idées. Il y reviendra quelques années plus tard, ce qui nous donnera, c'est évident, le jeu sur console avec la Magnavox Odyssey. Et ce sera en 1972, c'est-à-dire en 1972. En 1971, Computer Space, présenté sous le titre de Galaxy Game, est volé par Nolan Bushnell, qui avait comme principe système financier de voler des idées de gens plus talentueux et d'en faire des incroyables copies, que ces copies lui permettraient donc de faire de l'argent, et que l'argent il lui permettrait de le mettre dans sa poche, que sa poche lui permettrait de contenir de l'argent, qu'il utiliserait pour nourrir des gens, avec cet argent qui contenait dans sa poche, qu'il avait réalisé avec des jeux qu'il avait volé à des gens, et que voilà, cela nous donne en 1961 le premier jeu d'arcade qui est une copie de Space War qui s'appelle Computer Space. C'est une invention de Nolan Bushnell et Ted Dabney, et évidemment l'année suivante ils ont créé en 1972, ils ont créé Pong, qui est bien entendu Tennis for Two de Higginbotham, mais sur un plan plus facile à comprendre, vu qu'évidemment vous avez des paddles et que ça fait shpim, shpoum, shpim. Vous savez probablement déjà jouer à Pong. Peut-être que vous n'avez pas joué à Pong. Dans ce cas-là, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Est-ce que vous avez assez honte? Non, vous devriez avoir honte. Et en 1972, enfin, il avait fini de réfléchir, ce qui lui a quand même mis, je le rappelle, près de 6 ans au type. Et donc, à un moment ou à un autre, Ralph Baer réfléchit de manière intelligente et logique qu'il est possible de faire un jeu vidéo maintenant. Et ça donne la Magnavox Odyssey réalisée chez Sanders Associates, qui n'est pas de la famille de Bernie Sanders, mais bel et bien de la famille d'un autre Sanders. Le jeu sur console vient de naître. Et ça, c'est les bases de ce que vous devez savoir sur les dates clés du jeu vidéo. Et ensuite, évidemment, vous avez Nintendo relance le jeu console, le grand crack de gna gna gna, tout ça. Mais ça, c'est les bases de l'invention du jeu vidéo. Vous devez les connaître. Parce que, voilà, cette discipline a une histoire. Pourquoi ne connaîtriez-vous pas les bases de cette incroyable discipline dont vous êtes censé pouvoir causer? Hein? Jeu rétro, jeu obsolète. Alors ça, c'est la question numéro 1 que se pose les Pequeños, c'est de savoir si le jeu vidéo rétro est simplement obsolète, s'il n'a absolument aucune forme d'intérêt, pourquoi irais-je me plonger dans une discipline que j'aime tant, et bla et bla et bli et blanc. Et je vais simplement vous dire ceci, il est évident que techniquement, les jeux vidéo rétro sont obsolètes, c'est une évidence, ils sont obsolètes, comme le dirait Matt Hardy, ou comme pourrait le dire un excellent épisode, je suis en train de chercher, de la Twilight Zone. Alors, ce qui est une autre évidence, c'est que les jeux vidéo de maintenant seront tout aussi obsolètes dans le futur que ces jeux du passé peuvent l'être à nos yeux, à nous, de spectateurs du 22e siècle. C'est une évidence, simplement sachez ceci. L'intégralité de ces jeux que l'on vous vend maintenant avec de la publicité, ou ce qu'on appelle traditionnellement du bouche à oreille, ou de la hype, c'est-à-dire que c'est du bouche à oreille, mais qui est organisé par un budget publicitaire qui a lieu sur les réseaux sociaux, je dois le répéter encore une dernière fois, vous savez, HugeLal, 9GOG, des choses comme ça, et qu'il est évident que l'intégralité de ces jeux-là seront un jour totalement obsolètes techniquement aussi. Alors probablement parce qu'on essaye maintenant de changer la manière dont les jeux vous sont livrés dans votre face. Il est possible que dans le futur vous ayez un casque sur la tronche et que vous voyez à 360 degrés le truc qui est affiché dans votre gueule et que vous voyez des choses qui soient tridimensionnellement, je suis en train de mimer en 2D le fait que les choses soient tridimensionnellement posées dans votre visage, et que donc il est possible aussi qu'on se rapproche toujours de Wall-E, qu'on finisse obèse, et qu'ensuite les robots viennent nous laver le cul parce qu'on est en train de se chier dessus, et qu'on est en train de jouer à un nouveau jeu Batman Arkham en VR, et tout ça, c'est très possible. Et que c'est alors évidemment là qu'il y a un holocauste nucléaire, que les robots se disent il faut nettoyer la Terre des êtres humains, et que les derniers d'entre nous se battent avec le Nanto Seiken et le Hokuto Shinken, c'est très possible. Cependant, sachez ceci, les jeux vidéo finiront tous obsolètes, mais ce que la particularité des jeux rétro ont par rapport aux jeux vidéo de maintenant qui ont beaucoup de cinématication, c'est qu'ils sont intégralement basés autour de l'idée du gameplay. Ça, c'est pas étrange. Des jeux vidéo qui sont basés sur l'artifice particulier du jeu vidéo, c'est-à-dire le gameplay. Vous pouvez voir des jeux, et ça commence en fait avec Ninja Gaiden, l'invention de la cinématique comme angle de vente, en quelque sorte, mais il est évident qu'avant ça, les jeux étaient intégralement basés sur le gameplay, et que même les cinématiques d'une époque où les cinématiques n'étaient pas des films sont relativement intéressants, parce qu'ils sont dans un système de représentation qui est purement vidéoludique, c'est-à-dire ce système avec des pixels où les gens font des petites mosaïques, en quelque sorte un peu comme les incroyables mosaïques de l'époque antique, et vous font donc des images qui sont mouvantes avec des incroyablement gros pixels. Donc techniquement oui, mais tous les jeux seront un jour obsolètes. Donc pourquoi s'en inquiéter? Cependant, à mes yeux, les jeux vidéo c'est du gameplay. Et les jeux vidéo qui sont construits sur du gameplay vieillissent mieux que les jeux vidéo qui ne sont pas construits sur du gameplay.
C'est pour ça que vous pouvez regarder l'intégralité des Call of Duty qui sont sortis ces dernières années. Quels sont ceux qui vont sortir le plus clairement du lot? Bah, c'est les premiers de la série, les Modern Warfare, parce qu'ils sont réellement modern dans leur manière de faire la Warfare, et probablement Advanced Warfare, parce que Advanced Warfare, bah voilà, ils avaient des nouvelles idées de gameplay que c'était en fait proposer de faire Spider-Man, grosso modo. Hein. Je veux dire, je suis en train de faire de très grosses généralisations, il faut pas s'inquiéter, mais c'est bien de ça dont je voulais parler. Alors voilà. Alors vous me dites, mais les vieux jeux, c'est de la merde. et ça, c'est la question numéro 2 que se posait Pequeño, c'est de savoir, mais Mask, les vieux jeux, c'est de la merde, espèce de fils de pute d'enculé de ta race. Et je sais de toute manière pas y jouer. Alors, moi, je dis, hein, quand on prétend être une nouvelle génération de Lithuzor qui sont des machines à tuer, qui savent faire la mort, on devrait pouvoir jouer à des vieux jeux obsolètes à la con. Je veux dire, ça nécessite un effort, il faut faire l'effort de fort le faire, mais bon, si vous avez entendu la fameuse chanson qui était dans les Transformers, vous savez que You got the touch! Et peut-être même que si vous avez joué assez, vous savez que You're the best around! Et que donc vous devriez pouvoir faire l'effort de fort le faire et ainsi pouvoir vous défaire de ces vieux jeux en quelques coups de cuillère à peau. Je veux dire, si on était capable, en étant évidemment inférieur, parce que nous étions vieux, que nous n'avions pas tous ces incroyables hormones dans notre poulet, des choses comme ça, si nous on était capable de nous battre contre ces jeux, pourquoi est-ce que vous, qui êtes censé être la nouvelle génération et que vous êtes capable de finir des trucs de la folie furieuse, ne seriez pas capable de vous appliquer à apprendre un jeu? Parce que c'est ça que les vieux jeux rétro, ils ont comme particularité. Et il faut se dire que dans beaucoup de disciplines, les anciens exemples sont beaucoup plus étranges, par exemple, que les nouveaux, par exemple. Ça, c'est un livre de Chrétien de Troyes, c'est l'un des premiers romans. Il a la particularité d'être en tout point différent de ces horreurs que vous pourriez acheter pour les lire sur le bord de mer. Ça s'appelle, je sais pas moi, Ken Follett, ou les nouveaux Stephen King, ou je sais pas, moi, des choses comme ça, qui ont été réalisées dans ce même domaine d'idées. Donc, il y a des classiques dans les plus grandes, diverses disciplines qui existent, il y a des classiques dans le film, des classiques dans la musique, on devrait s'attendre à ce que vous connaissiez vos classiques en quelque sorte. Et ce n'est pas ma faute si les jeux vachement durs, il faut dire qu'il y en a des jeux qui sont vachement durs dans l'histoire du jeu vidéo, mais si vous êtes un vrai joueur, si vous êtes une vraie joueuse, si vous êtes un aficionado du jeu vidéo, vous devriez avoir l'effort dans votre petit corps de pouvoir transcender la chose, ainsi vous dire que voilà, il y a moyen de survivre parce qu'il y a the best around et autres plaisanteries qui sont du domaine de CS, c'est une évidence. Mais bon, il y a des gens qui sont contents d'être incultes, hein, c'est terrible à dire, qui sont contents de ne jamais avoir vu un film, mais qui sont, soi-disant, critiques de films, qui sont contents de ne jamais avoir lu un livre, qui ont une orthographe déplorable, mais qui, cependant, se prétendent cultivés dans le domaine de la littérature. Il y a des gens qui, bien évidemment, n'ont jamais vu un de ces fameux classiques du jeu vidéo et qui sont, pendant critiques vidéoludiques sur Internet. Ça, c'est le son qui sort de ma tête parce que je me suis suicidé face à l'improbabilité du fait que les gens puissent être critiques de jeux vidéo sans connaître l'histoire du jeu vidéo. Voyez-vous? Jeu d'aujourd'hui, symbole égal rétro gaming de demain. Alors là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est beaucoup plus facile d'enfoncer une porte ouverte que d'enfoncer une porte fermée. Déjà, autant l'admettre, j'en sais quelque chose, mais il faut se dire que les jeux d'aujourd'hui, attention subtilité, sont le rétro gaming de demain. Alors il faut se dire que la portion des jeux d'aujourd'hui qui auront survécu aux outrages du temps, et à ce terrible holocauste nucléaire dont je vous parle maintenant depuis à peu près 40 ans, et pour lequel finalement vous n'avez jamais considéré qu'il était judicieux de vous préparer, je peux vous dire simplement ceci, les jeux qui auront survécu à toutes ces infamies, ce fameux passage du temps, représenteront la portion de notre génération de jeux qui survivra pour les générations futures. Il faut se dire qu'il y a des jeux qui seront plus durs à conserver pour les générations futures que les jeux qu'on avait traditionnellement sur support physique. Il faut se dire que les jeux dématérialisés, il faudra compter sur le piratage, hein. Il faudra espérer que les versions qui ont été piratées ont été patchées ou qu'elles ont une quelconque forme de logique dans la manière dont elles ont été réalisées. Bref, un jeu comme Shovel Knight pourrait être protégé par sa sortie sur Nintendo 3DS, aussi stupide est-ce que ça puisse paraître. Oh, c'est sorti sur Wii U, bref, des jeux comme ça. Il faut aussi se dire qu'il y a des jeux qui sont des jeux freeware qui sortent sur Flash, des choses comme ça, qui sont parfois excellents et qui ne survivront pas nécessairement parce que vous voyez, et si jamais l'internet tombe en quelque sorte, c'est mon second argument, et que voilà, c'est comme ça. Mais les jeux d'aujourd'hui sont le rétro gaming de demain. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de sympathie pour les anciens et des choses comme ça. Par exemple, il y a des gens qui se ramènent sur ma page, qui sont là genre... Et pendant qu'ils parlent, évidemment, ils sont en train de partir en bout comme le mec dans Robocop, bref. Toujours est-il que voilà, j'ai un peu de respect pour le fait que décidément leur jeu existe et qu'un jour vous aurez l'air d'un vieux con aussi, comme vous dire ah je me souviens, je jouais comme ça, ce sera comme ça. Bref. Je peux vous le dire parce que c'est évident, ça nous arrive à tous. Et que vous voyez, moi j'ai joué à beaucoup de jeux, vous pouvez pas les voir parce qu'ils sont là en quelque sorte, mais j'ai joué à beaucoup de jeux quand j'étais gamin, que demain, un jour, on serait là genre
Fester's Quest, par exemple, imaginez. Il y avait des mauvais jeux à l'époque aussi, hein, mais c'est évident, on espère compter sur le fait que les gens joueront au rétro gaming pour séparer le bon grain de l'ivraie, et qu'il faut aussi admettre que des très mauvais jeux rétro, hein, vous informent de ce que peut être un bon jeu rétro, en quelque sorte, par tout ce qui leur manque, qui fait qu'ils sont des mauvais jeux. C'est d'ailleurs toujours été ma théorie dans le domaine de la critique vidéoludique, c'est que, et je suis triste parce que le vrai jeu, qui est une vraie double de merde, et qui a été ce que j'appelais à l'époque des doubs, des boosts croisés avec des doubs, les fameuses doubs, ça existe de moins en moins. Je veux dire, depuis le jeu dont le nom m'échappe, vous savez, avec les mecs qui faisaient des Hells Angels terribles qui se tapaient la gueule et que le nom m'a totalement échappé parce que c'était vraiment de la merde. Mais bref, fut un temps, on avait des vraies merdes qui étaient mémorables dans le domaine de jeux de merde, comme le jeu Beverly Hills Cop, Crazy Frog Racer. Vous vous souvenez de Crazy Frog Racer? Bref, et tous ces jeux-là, souvent réalisés en France ou en Hollande d'ailleurs, avaient la particularité d'être de la merde, et que c'était aussi informatif par rapport à ce que c'était le jeu vidéo dans le futur, le jeu vidéo dans le passé, est-ce que c'était un jeu vidéo de qualité. Donc, bref, c'est de ça dont on peut considérer que c'est judicieux à dire sur l'intégralité du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo de maintenant, c'est le jeu vidéo rétro du futur, et que c'est ça qui sera, encore une fois, dispensé dans des universités par des gros gars bedonnants qui n'ont jamais fait un jeu et qui n'ont pas nécessairement joué à un jeu, mais qui pensent qu'ils sont évidemment à leur place de vous en raconter l'histoire, parce que c'est comme ça. Nous avons déjà passé une de mes feuilles. C'est bien. Un patrimoine en danger. Alors, c'est un corollaire à ce que je viens de dire, mais c'est toujours utile à préciser, c'est que c'est un patrimoine, je suis très sérieux quand je dis ceci, qui est en danger. Alors, il y a évidemment ce terrible holocauste nucléaire qui nous pend au nez, c'est une évidence, mais il faut aussi dire que la plupart des machines que vous utilisez pour jouer à des jeux sont produites avec ce qu'on appelle dedans une obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'il est prévu qu'on les casse à un moment par son fonctionnement pour pouvoir vous en vendre une suivante. C'est la théorie que peut-être qu'il y a quelque part un modèle de frigo qui ne casserait jamais, que les gens s'efforcent de ne pas le sortir, parce que le business des compagnies qui font des frigos, c'est bel et bien de vous vendre des frigos, ça semble relativement logique. Alors, il est évident que pour certaines consoles, c'est peut-être éventuellement possible. Je pense qu'il serait éventuellement imaginable que des machines qui n'ont pas de lecteur mobile, c'est-à-dire pas de lecteur CD, pas de lecteur DVD ou Blu-ray, ou l'éventuel truc qui sortiront après le Blu-ray, c'est pas moi qui fais un fuck, c'est moi qui suis en train, de manière assez improbable, de tomber sur le 4e point de mon argumentaire. Bah, c'est évident, si on n'avait pas ces pièces mobiles qui font la lecture du disque, il serait possible éventuellement qu'elles survivent à tout jamais pour l'incroyable reste de l'humanité, de la vie de l'humanité, qu'ensuite des aliens viendraient, qui trouveraient comme artefact les trucs. Ce serait un peu comme dans Silent Running, le clip de Mike and the Mechanics, où les gens sont là, « Oh non, mais qu'est-ce que c'est incroyable! Ah, c'était ça les gens, qui étaient sur la planète Terre, c'était des pixels! » Des choses comme ça, bref. Mais il faut se dire que l'obsolescence est programmée dans les machines, il faut donc imaginer que quand une console comme la Xbox 360 ou la PlayStation 2 était construite avec comme du carton à rouler et des incroyables boîtes de pizza, que c'était de la merde, que c'était construit avec les pieds par des gens qui étaient conscients du fait que leur design était faible, qu'il allait donc être détruit, que vous allez devoir en racheter une autre. C'est aussi ces consoles-là qui se sont le mieux vendues. Réfléchissez-y quand vous pensez un peu posément au fait que ce sont des consoles où, si vous en êtes, par exemple, moi, à une époque, j'en étais à ma 3e Xbox 360. Et c'est même pas ma console favorite que c'est celle que j'utilisais le plus. C'est juste que, en utilisateur, à un rythme quotidien normal d'utilisation de ma Xbox 360, sachant que je faisais la majorité de mes tests sur PlayStation 3 à cette époque-là, parce que certains ports étaient postables sur PlayStation 3, voilà, j'ai quand même pété 360. Ça vous donne une idée. Donc les machines sont faites avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Elles vont péter parce que ça vous permettra de vous en vendre une autre, quelque chose dont Sony s'est bien rendu compte en sortant la PlayStation 2. Vous savez, vous aviez ensuite une petite truc que vous deviez remettre afin que le lecteur DVD fonctionne et que c'était comme ça que ça fonctionne. Donc les jeux qui sortent inachevés de nos jours ont besoin d'être patchés, c'est une remarque. Donc c'est aussi un patrimoine qui est en danger de la manière dont les jeux sont réalisés. Il n'y a plus vraiment que Nintendo qui se fatigue à faire des jeux qui sont vaguement finis quand ils sortent. Et encore, vous savez, quand ils doivent les patcher, ça leur prend 1 an et demi, que vous savez, c'est pour ça que vous avez maintenant Animal Crossing New Leaf, où vous avez un patch après 3 ans de sortie, vous êtes là, c'est souvent pour vous vendre des amiibo et des trucs comme ça, mais parfois les jeux Nintendo sortent finis. Et c'est ça la grande différence avec les autres compagnies. C'est que Nintendo, parfois les jeux sortent finis. Parfois, pas toujours, mais parfois les jeux sortent finis. Il faut se dire que c'est encore vu d'une certaine manière comme un patrimoine de jouets jetables, hein, je veux dire. La console sort, on la fout à la poubelle parce qu'on n'a pas la place, qu'on n'a pas envie de thésauriser des machines comme celle-là. Il faut bien admettre que chez moi, par exemple, c'est un dépotoir continu de machines obsolètes, mais qui tournent encore, hein, mais qui sont totalement obsolètes, donc je me dis, peut-être qu'un jour j'aurai envie de jouer à Gregory House Horror Show, et que ce sera alors un test rigolo pour un épisode de Pushta, et que la réponse à la question, c'est vous n'avez jamais le temps à jouer à ces jeux rétro que vous n'avez pas eu le temps de critiquer à l'époque, mais c'est comme ça que ça se passe, vous dites, je vais peut-être garder les consoles qui vont avec, parce que c'est comme ça, et c'est pour ça que j'ai 2 PlayStation 3, parce que la PlayStation 3 que j'avais, la première, c'était la Master, donc il se fait retourner à peu près 85% des jeux PlayStation 2, parce qu'il contient une PlayStation 2 dedans,
précédents et blablabli et blablabla. Et que voilà, peut-être que dans le futur, il y aura de plus gros efforts qui seront réalisés pour la rétrocomptabilité. Pas la rétrocomptabilité, la rétrocompatibilité, mais toujours est-il que c'est comme ça, bref, voilà. Donc c'est des jouets jetables pour certaines personnes, donc parfois on les jette à la poubelle, donc ça fait autant de consoles qui ne pourront pas être vendues à un prix improbable pour les générations futures qui veulent collectionner des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont grosso modo des toasters obsolètes, c'est voilà, comme ça. Et c'est d'ailleurs un peu ce truc qui a fait la cote des comic books, quand on y réfléchit posément, c'est que la plupart des gens, jetant leurs comic books, les comic books sont devenus rares et donc valent quelque chose. Donc en fait, si vous voulez faire plaisir aux masques, prenez tous vos jeux et pétez-les avec un marteau, comme ça ma collection vaut plus d'argent. Le rétro gaming, une chance, 3 petits points. Alors je vous en ai déjà touché quelques mots, et ce n'est pas ça, mais il faut se dire que la plupart des jeux dont vous vous souvenez maintenant ont eu à une époque un budget publicitaire conséquent. C'est pour ça que le rétro gaming, quand on y réfléchit posément, c'est aussi une chance de rééquilibrer une discipline dont le succès est principalement basé autour de la pub. Voilà. Surtout qu'à notre époque, la différence entre recommandations, publicité, contenu payant, contenu payé et ces incroyables plaisanteries est relativement mince pour diverses raisons que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelques critiques vidéoludiques qui prétendent des critiques vidéoludiques qui en fait travaillent pour des boîtes de com, en fait. C'est pas grave. Je vais pas aller vous dire qui. Il faut aussi se dire qu'il y a aussi des gens qui, c'est certain, vont faire l'effort d'une publicité supplémentaire sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la hype, parce qu'il y en a qui sont payés pour, les autres ils veulent avoir l'air cool parce que c'est soi-disant un mouvement de société, puis après il y a cette incroyable plaisanterie de diversification des goûts qui font que les gens sont en train de se retrouver en clan de goûts spécifiques, qui sont très spécifiques, et que c'est un peu des sous-portions du marché qu'on essaie d'avoir pour soi et qu'on se met dans la poche et des choses comme ça. Ce n'est pas grave. Simplement, il faut donc se dire que, par exemple, les grands classiques des années 80, prenons Super Mario, prenons Zelda, ce sont parmi les premiers jeux à avoir jugé judicieux de la manière dont Nintendo a fait les choses en Amérique, de mettre un gros budget d'affichage télévisuel autour de ces titres, que ça fait parfois des vidéos absolument ridicules niveau publicité, mais que ces publicités existaient. Et ça, après, évidemment, le crack des jeux vidéo dans les années 80, que ça nous a amené à cette renaissance nintendienne, et que dans les années 90, ils ont très bien compris que c'est comme ça aussi qu'on arrivait à faire des incroyables efforts publicitaires. Il faut aussi se dire que la publicité a beaucoup changé, vu qu'elle ne passe plus généralement par les journaux ou par la télévision, que les journaux et la télévision maintenant sont les parents pauvres de la publicité, que la publicité est majoritairement maintenant sur Internet, que donc c'est pour ça que vous avez aussi des contenus, qui ont l'air d'être des publicités, c'est des publicités, vous avez des contenus qui ont l'air d'être des critiques, mais ce ne sont pas des critiques, ce sont des publicités, donc méfiez-vous, méfiez-vous, je vous dis justement ça. Donc, de nos jours, les publicitaires appellent ça la hype, parce que c'est moins connoté, qu'on essaye de faire toujours la hype, qu'il faut que ce soit hype, et tout ça. Or, autant l'admettre, vous n'avez pas nécessairement autant de libre arbitre que vous le pensez quand vous êtes en train de participer à ce genre de plaisanterie. Il faut dire que c'est aussi quelque chose qu'on a essayé d'enlever de la culture des jeunes gens, c'est cet esprit d'autocritique qui leur ferait penser que mais pourquoi est-ce que cette chose est en train de se passer ? Ah oui, on essaie de me vendre quelque chose en quelque sorte. Et ce n'est pas toujours le cas, je veux dire, il y a des générations entières qui étaient basées autour de l'idée de se méfier de ce que les générations supérieures leur disaient, de ce que les médias leur disaient, et ça nous donne des putains de gros hippies, c'est une évidence, mais il y a quelque chose de sympathique dans cette incroyable approche de la chose, c'est que se méfier du discours qui vous est envoyé dans la gueule et qu'il ne faut pas le prendre de manière liminale, et que ces messages sont parfois subliminaux ou supraliminaux, vous avez vu la pub de plaisanterie dans les Simpsons, c'est une évidence. Rejoins les Marines! Ah d'accord, je vais rejoindre les Marines! Toujours est-il que voilà, ça existe. Et donc, c'est une excellente occasion, le rétro gaming, un peu comme des historiens le feraient, de réévaluer ce qui s'est passé dans l'histoire du passé, des jeux vidéo qui sont passés dans le passé pour être présents dans notre futur. Pour récupérer une phrase de MC Solar que je récupère de temps en temps parce qu'elle est bien sympathique et qu'elle existe. Et donc voilà, vous pouvez aller voir des jeux qui sont pas nécessairement très connus, les réapprécier, les rééquilibrer, donc cette balance de cette discipline qui est basée sur la pub. Il y a des jeux qui étaient particulièrement, confidentiels. Un peu comme Confidential Mission, sauf que Confidential Mission est confidentiel parce que c'était un jeu Sega sorti sur Naomi, mais que, par exemple, Confidential Mission, c'est un excellent simili Virtua Cop qui mériterait d'être connu. Or, qui connaît ce jeu de nos jours ? Très peu de gens. Et il mériterait d'être apprécié. Donc, le rétro gaming, c'est de la dernière chance d'apprécier un patrimoine qui existe et qui mériterait parfois d'être mis en avant, un peu comme on pourrait considérer, c'est une phrase très publicitaire, ce que je dis, mais qui mériterait d'être découvert et partagé à une nouvelle génération de gens passionnés de médias, et toujours, bref, et ça marche. Je veux dire, il y a des jeux qui sont réapparus ces dernières années. Les gens n'avaient pas idée, par exemple, que Gundeck, vous savez, Project Doom, il y a 10 ans, il était totalement inconnu ce jeu. Et maintenant, les gens, ils savent que c'est le meilleur clone de Ninja Gaiden qui existe. Et il y a des jeux comme ça qui réapparaissent du passé et qui vont redevenir populaires dans une petite couche, d'accord, de gens qui s'y connaissent, qui boivent du thé, qui ont des monocles, des belles moustaches, qui ont un magnifique chapeau, comme les gens qui
travaillent au Monopoly, qui jouent au Monopoly, mais bref, voilà. Ça a une fonction en rétro gaming. Cette fonction, c'est de réapprécier des jeux qui sont passés à travers les mailles du filet, qui n'ont pas peut-être rencontré le succès qu'ils méritaient d'avoir à l'époque, et qui mériteraient cependant d'en avoir en quelque sorte. Surtout que ce patrimoine est très large, mérite d'être tout le temps réévalué par divers angles, et qu'en plus, vu qu'il est apprécié et qu'il est appréciable, pourquoi ne pas essayer de le véhiculer aux générations futures? Voilà. Merde. C'est pas si dur que ça de faire vivre le jeu vidéo. Il suffit de jouer aux jeux vidéo et de parler aux jeux vidéo avec les gens qui ont envie d'entendre parler de jeux vidéo. Un mot en 8 lettres. Rétro gaming. Non, merde. Un mot en 8 lettres. Émulation. Je me rends compte que quand la plupart des gens parlent de retro gaming, en fait, ils parlent d'émulation. C'est comme ça, je dirais, ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. J'aurais pu faire plus spécifiquement une vidéo sur l'émulation, elle aurait été plus courte, mais les gens attendent ceci depuis suffisamment longtemps pour que j'essaie d'avoir l'intégralité d'une réflexion sur le retro gaming, qui, je vous le rappelle, est un mouvement de réappropriation des jeux d'antan pour les transmettre à la génération future, et que donc cela passera sans doute par l'émulation, car il faut se dire que dans le futur, il n'y aura probablement pas assez de machines pour pouvoir être vendues aux gens qui auraient envie de jouer plutôt à ces jeux de la meilleure manière possible, c'est-à-dire avec le hardware de l'époque, avec la cartouche de l'époque, ou avec le support de l'époque, et qu'il faut se dire que vu que ces supports sont obsolescents autant que les machines qu'ils sont censés les faire tourner, dans le futur, il va falloir émuler. Alors l'émulation, c'est quoi ? C'est le travail de développeurs qui essayent de créer une forme de transformation du hardware de maintenant en le hardware de l'époque, en arrivant à émuler, ça semble assez logique car vous comprenez le français, ce fonctionnement des circuits de l'époque, et que donc on peut imaginer que toute machine est plus ou moins émulable, à part, semble-t-il, la Saturn, qui était une architecture qui avait été réalisée par-dessus la jambe par des crétins incompétents. Admettons-le, c'est comme ça. Il va falloir l'admettre. Et que la plupart des machines maintenant sont émulées. Alors dans un futur dystopique où évidemment l'intégralité du patrimoine vidéoludique de l'humanité n'aura pas été effacée, croisons les doigts, par cet incroyable holocauste nucléaire que je sais qu'il a eu lieu parce que cette incroyable vidéo vient du futur, je vous le rappelle une dernière fois, et ben voilà, il faudra imaginer que ce sera par l'émulation que ça passera. Alors c'est une recherche constante avec des côtés positifs, des côtés négatifs, des côtés interlopes qui cherchent à transmettre aux générations futures les jeux vidéo du passé, et la qualité de ces incroyables effets de recherche s'est énormément améliorée, ne serait-ce que durant ma vie, car sachez-le, quand j'étais petit, les émulateurs n'étaient pas terribles, que maintenant presque toutes les machines sont émulées, même la PC Engine. D'ailleurs, vous me le répétez une dernière fois, c'est la dernière fois, hein. On ne dit pas PC Engine, vous avez l'air de crétin toto quand vous appelez ça une PC Engine, on dit une PC Engine, vous avez l'air de débile mentaux profond. Que la Saturn, on commence à émuler la Saturn, on ne sait pas nécessairement pourquoi ça a pris autant de temps, mais la Virtual Boy c'est fait, la PlayStation c'est possible, la PlayStation 2 on commence à s'y attaquer, la famille GameCube, Wii U, ils sont en train de travailler dessus, mais Wii et GameCube c'est fait, Wii U on ne sait pas pourquoi et on se demande pourquoi parce que c'était certain, mais voilà, je veux dire, c'est pas une console qui est très intéressante à émuler, il n'y a pas beaucoup de jeux dessus, et la Xbox, personne n'a envie de s'attaquer, sous-entendu la première Xbox c'est pas la Xbox One, mais maintenant presque 98% disons du patrimoine vidéoludique de l'humanité est émulable d'une certaine manière, et que c'est une chose qui est parfaitement positive, je veux dire, c'est une chose qui allait bien, c'est une chose dont on peut imaginer ceci, c'est que, voilà, c'est utile, c'est bien, il y a des gens qui se fatiguent à faire ça, mais il y a des côtés qui sont moins sympathiques à tout ceci, tout en sachant que, déjà, l'émulation repose malheureusement encore et toujours sur des côtés interlopes de l'internet, des coins interlopes de l'internet, dites ça plusieurs fois, des coins interlopes de l'internet, des coins interlopes de l'internet, et voilà, il n'y a même pas moyen de le dire deux fois, une fois c'est suffit, mais sachez ceci, nul n'est payé, je veux dire, les créateurs de ces jeux ne sont pas payés, ne serait-ce que sur les offres illégales et encore moins sur les offres légales, parce qu'ils étaient payés sur ce qu'on appelle des systèmes salariaux, où leur contrat c'est du work for hire, alors même que, et c'est un truc qu'on remarque encore et toujours dans le domaine de la critique vidéoludique de nos jours, c'est qu'on n'a pas tendance à admettre qu'il y a un auteur, d'ailleurs dans le jeu vidéo, il y a plus qu'un auteur d'ailleurs dans la plupart des cas dans les jeux vidéo, mais que les gens ne font pas l'effort de recherche nécessaire, qui n'est pas terrible à faire, ça prend genre 10, 15, 30 minutes, à rechercher qui est l'auteur de ces jeux auxquels ils jouent, aussi étrange que ça puisse paraître, donc voilà. Alors il faut se dire que cela s'opère évidemment de manière douteuse, ce n'est pas exactement le Darknet, mais c'est pas loin, que c'est toujours des incroyables sites où vous pouvez télécharger vos ISO, vos ROM et tout ça, qui sont basés, c'est étrange, dans des pays qui n'ont pas signé les accords internationaux sur la loi du copyright. Oh, si ça c'est pas étrange. Ou alors des sites russes qui sont pleins de wares avec des incroyables trucs qui sont des virus et des machins comme ça. Bref, c'est ainsi que ça se passe. Et trop peu de compagnies, cependant, osent se passer de cette incroyable capacité que ces jeux auront d'être popularisés, et qu'on peut considérer qu'il y a trop peu de compagnies
qui protègent leur patrimoine de cette manière. Alors, il faut dire que c'est une bonne chose pour l'utilisateur de base qui veut voler des jeux et se les mettre dans la foufouille, mais que quelque part, si ces sites n'existaient pas, il y aurait la possibilité de vous les vendre sur un système comme, je ne sais pas moi, Steam ou un Steam du futur, de manière légale. Car ce serait quelque chose de bien, qui est une offre légale. C'est quelque chose que j'appelle de mes vœux depuis des années et qui n'a toujours pas lieu d'avoir l'air d'arriver. Donc, il y a la partie numéro 3 de cette incroyable plaisanterie d'émulation, c'est qu'il y a des truands. Il y a tout simplement des truands. C'est les gens qui vous vendent des reprocards de jeux qui sont jamais sortis dans un site. Bah, je vais vous faire un exemple, ce sera plus simple. Il y a quelques temps, j'ai commandé une machine, qu'on appelle ça un jeu vidéo, et que ça s'appelle Clock Tower, parce que j'ai fait un let's play de Clock Tower. Je ne vais pas aller me fatiguer à le chercher, parce que ça nécessiterait que je lève de cette chaise, que je reparte, que je revienne, mais Clock Tower sur Super Famicom. Alors, j'ai regardé les offres sur eBay, et on m'a proposé de payer $80 pour une reproduction card de merde avec la version américaine de Clock Tower. Clock Tower n'étant bien entendu jamais sorti en Amérique. C'est quelque chose de relativement étrange. Mais il y a des gens, ils sont dupes de tout ceci. Ils se disent, mon Dieu, je vais aller m'acheter Clock Tower sur version américaine, ce sera plus facile à comprendre que la version japonaise, et blablabla. Sauf qu'il y a triple vol. Il y a le fait que quelqu'un a détruit une cartouche d'un jeu qui existe et qui avait peut-être une valeur quelconque, quoique, généralement, c'est pas des jeux très coûteux qu'on utilise pour ce genre de plaisanterie, qu'ils l'ont envidé, qu'ils ont mis une reproduction card à la place, et que maintenant, vous pouvez acheter Clock Tower, le truc qui n'a aucune forme d'intérêt, parce que c'est une fausse boîte avec un faux jeu dedans, et qu'en plus on a volé la traduction à quelqu'un qui, en plus, pensait œuvrer pour le bien de l'humanité et l'offrir gratuitement à la planète entière. C'est quelque chose, d'ailleurs, que j'ai toujours considéré inadmissible, d'une manière ou d'une autre. Alors voilà. Les vendeurs sur eBay, les reproduction cards, d'accord, il y a aussi le scalping, c'est-à-dire le fait de vous faire payer des jeux très très chers, parce qu'il est évident qu'un jeu comme... Prenons un jeu qui vaut de l'argent, mais vraiment un jeu qui vaut de l'argent. Agane, par exemple. Ou... voilà, Agane, par exemple. Ou Castlevania Bloodlines. Évidemment que ça vaut $300 pour une cartouche, qu'elle est écornée, que la machine n'est pas parfaite, et que voilà, et vous dites, mais il y a des rayures d'un mec qui s'est visiblement torché avec, et tout ça, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, il faut penser que le let's play a aussi une forme de question qui se pose derrière. La plupart des gens qui font du let's play, c'est pas comme Game Center CX, ils ne demandent pas la permission, tout ça, que le let's play est aussi une zone interlope de la question. Alors, je dois dire que vu que j'en fais, espérons que tout de suite on ne me tombe pas avec les juges, les avocats et les trucs comme ça, mais c'est pour ça que je ne parle pas de jeux de Sega, par exemple, parce que je connais des gens qui ont eu leur chaîne fermée parce qu'ils ont parlé de jeux Sega, aussi incroyable ça puisse paraître. Et il y a encore en plus un autre truc qui est assez plaisantin, c'est qu'il y a des consoles d'émulation maintenant, vous savez, ce sont comme les Game Freak et les Retron 5 et des trucs comme ça, qui contiennent du software volé qui était censé être open source. Aussi improbable que ça puisse paraître. Le software est censé être open source, et au partir du moment où on n'obtient pas une licence et qu'on ne demande pas l'accord et qu'on ne se débrouille pas pour que ce soit légal, l'intégralité de ces systèmes fonctionne de manière interlope en volant le moteur qui fait tourner l'intégralité de leur système à des gens qui pensaient l'offrir gratuitement à des incroyables aficionados qui avaient envie de trucs rigolos. Bref. Alors il faut se dire que le jeu comme objet de culte, moi ça me dérange pas, je pense qu'il y a une zone pour la collectionnite de ce genre de trucs, parce que je suis collectionneur de jeux vidéo antiques. D'ailleurs, si vous aviez la sympathie, s'il vous plaît les enfants, de m'envoyer tous vos jeux rétro gratuitement à moi-même, afin que je puisse évidemment les manger et en tirer des vidéos, cela m'arrangerait, mais que voilà, je pense que ce sera un luxe ultime dans le futur d'avoir les jeux et la machine, et qu'il va falloir faire gaffe, parce que c'est certain, il faudra encore garder ces machines en état, et que ce sera très compliqué, qu'il y aura donc tout un marché un peu à la Shadowrun, de gens qui sont spécialisés dans le fait de remettre des machines d'état, des machines d'époque en état, voulais-je dire, et des machines d'état en époque. Ça ne veut rien dire, mais c'est les gens comprennent de l'autre côté, il est très très tard maintenant, et qu'il faut se dire ceci, si jamais le jeu vidéo rétro doit survivre par quelque chose, ce sera par l'émulation. Vers une offre légale? Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le domaine de la musique, du cinéma et peut-être même de la littérature, l'on fait plus d'argent avec les archives des compagnies qui sont susceptibles de posséder des droits et donc des librairies de trucs qui puissent vendre à chaque génération que sur les nouveautés. Alors il faut bien se dire qu'on fait toujours de l'argent sur les nouveautés, mais qu'on fait autant d'argent, si pas plus, avec les archives dans le domaine de la musique et de la littérature qu'on ne le fait avec les trucs neufs qui sortent, que vous savez, c'est les bouquins à la con que les gens ils lisent quand ils vont à la plage. Ce qui n'est pas grave d'ailleurs, mais le fait qu'on ne lise plus que des bouquins à la con quand on va à la plage veut dire quelque chose sur l'état de la littérature. C'était une forme de parenthèse que je suis en train de fermer ici. Donc, cela fait des années que j'appelle de mes vœux l'existence d'une offre légale qui permette aux éditeurs de sortir leur rhum et de récolter un peu d'argent plutôt que de voir ces incroyables fichiers qui font partie du patrimoine vivant de l'humanité être volés par des petits pignoufs avec leurs sites qui sont aux Caraïbes, des trucs comme ça, et qu'on peut ensuite se payer du matos sur surcouf.
Alors, l'idée, c'est que j'ai toujours espéré que ce serait la Virtual Console, parce que ça ferait sens, et en plus ça permettrait de mettre des données supplémentaires dans la titine à Nintendo, ou alors peut-être, je sais pas, moi, que le PSN aurait été un bon endroit à une époque, mais que, voilà, le fait est qu'avec l'incroyable diffraction de ce genre de plaisanteries qui sont les structures nintendiennes online, de nos jours, on n'a plus réellement même accès au nombre de jeux auxquels on avait accès sur Wii à l'époque, parce que ce ne sont pas les mêmes machines, et que nanani, et que nanana, et que voilà. Ce serait cependant intéressant de se dire que, à un moment où ce patrimoine ne vaut rien parce qu'il est volé aux trois coins de la planète, parce que la planète n'a plus que trois coins, car je vous le rappelle, holocauste nucléaire, mais cependant, sachez ceci, il serait subtil et intelligent de pouvoir faire de l'argent avec ces archives. Cela permettrait à des petites compagnies qui n'ont pas facile à survivre, comme Falcom par exemple, d'arriver à faire un peu plus d'argent, simplement. Et qu'on aurait pu éviter, par exemple, et je suis en train de chercher un exemple similaire à Falcom mais qui a mis la clé sous la porte, voilà, Hudson Soft aurait pu survivre s'ils avaient eu la possibilité d'arriver à monétiser leur incroyable patrimoine de la PC Engine. Est-ce que ça rentre ? Donc voilà, l'idée, ça aurait été sympathique de pouvoir mettre quelque part, je sais pas, moi sur Steam ou sur PSN, bref, quelque part où il y a moyen de faire des deniers, et que donc les compagnies pourraient faire de l'argent, monétiser leurs archives, ce qui ne leur ferait pas de mal, car je sais bien qu'un produit qui n'a aucune valeur monétaire est considéré comme dispensable, et que cela baisse même, d'une certaine manière, son rayonnement, en quelque sorte, c'est un peu comme ça. Alors, il faut se dire que les créateurs ne toucheront jamais de royalties, probablement jamais. Les musiciens, paradoxalement, oui. C'est assez étrange. Les musiciens de jeux vidéo touchent plus de royalties sur leurs travaux que parce que ce sont, soi-disant, de point de vue des contrats qu'ils ont signés, des créateurs qui ont créé quelque chose, qui a une valeur artistique interne, et nanana. Paradoxalement, les jeux, sont considérés comme des produits, mais leur musique est considérée comme une œuvre, par la structure même des compagnies de jeux vidéo. C'est étrange, mais c'est comme ça. Un patrimoine vivant. Alors ici, vous avez un argument qui va sembler étrange à beaucoup de gens. Soit des gens qui sont trop stupides pour comprendre ce que je veux dire, et il y en a certainement pas mal sur Internet, soit de l'autre côté des gens qui peuvent pas imaginer que je considère le jeu vidéo comme ça, parce que ce que je vais vous dire va vous sembler étrange, mais pour moi, le jeu vidéo est un art performatif qui a des rapports avec le style d'effort qu'il faut faire pour interpréter de la musique. Alors ça, c'est un préambule. D'un autre côté, imaginez, quand vous êtes en train de consommer des médias, que vous êtes en train de consommer des œuvres, que vous êtes en train de consommer de l'art, vous pouvez regarder une peinture, et il faut réellement se plonger dans le fait de le regarder pour en tirer quelque chose. Mais vous pouvez regarder un film du coin de l'œil. Vous pouvez écouter de la musique d'un air distrait, et vous en tirez quelque chose. Vos capacités cognitives vous permettront d'en tirer quelques accords, ou une ou deux scènes qui vous auront attiré le regard, qui vous auront, comme qui dirait, capté l'oreille, mais pour arriver à consommer du jeu vidéo comme une œuvre, il faut se plonger dedans. C'est comme la littérature. Pour prendre plaisir à avoir de la littérature entre les mains et de la lire, il faut se plonger dedans. Le jeu vidéo, c'est pareil. C'est comme jouer de la musique. Il faut se jeter sur la partition, il faut l'habiter, il faut arriver à se plier à la manière dont elle est en train de se dérouler sous vos doigts, et il faut continuer à suivre ses règles, ses objectifs, ses incroyables plaisanteries, qui sont certes un peu comme une partition, placé devant vous et que vous devez habiter, que vous devez interpréter. Donc pour moi, le jeu vidéo, c'est un peu comme un art performatif. Et c'est pour ça aussi que je fais des let's play. Je fais des let's play pour le plaisir de me replonger dans des jeux qui m'ont fait plaisir, mais surtout pour donner à cette incroyable compréhension que j'ai d'eux un peu plus de profondeur, car je sais que certains de ces jeux sont nuls, et je n'ai pas honte de le dire, mais il y a toujours la possibilité de mieux les interpréter. Et je sais que je ne suis pas toujours à la hauteur de le faire, mais quand je suis réellement content de l'être. Et que c'est un peu ça le rapport qu'il y a entre la musique, le fait de jouer de la musique, pas le fait de consommer de la musique, et la littérature et le jeu vidéo, c'est que ce sont des disciplines qui nécessitent énormément d'activité mentale et de concentration pour en tirer son plein sucre. Alors vous me direz, oui mais alors on peut regarder un film avec beaucoup d'attention, on en tire plus, c'est vrai. Mais le film, il se déroulera de toute manière de début à la fin, donc vous aurez appuyé une fois sur le bouton play, ou que vous aurez cliqué sur le truc et que le truc est en train de se jouer, voilà. Tandis que le jeu vidéo, il faut, à chaque instant, pour arriver du début à la fin, il faut un effort constant d'attention. Un effort constant d'attention qui me semble être assez similaire à celui que les musiciens ont à déployer pour arriver à la fin de leur performance. Alors si jamais vous en faites vraiment une performance publique, vous savez à quel point cela nécessite une portion de trac, et que ce n'est pas facile, et que décidément, c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme stupide, mais il n'y a pas de jeu vidéo sans joueur pas de jeu, et sans joueur, pas de culture vidéoludique. C'est pour ça, en quelque sorte, que je vous conseillerais encore et toujours
Cultivez-vous, jouez au classique. De se cultiver en gros, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est étrange quand même, mais le jeu vidéo c'est le seul domaine d'activité où les gens peuvent imaginer ne pas être cultivés, cependant continuer à en causer, c'est étrange. Je sais que les gens ils sont passionnés par le jeu vidéo sur internet et les incroyables efforts publicitaires du streaming et des choses comme ça, mais il faut bien se dire que si jamais quelqu'un qui parlait de livres qui sortent toutes les semaines vous avouait tout d'un coup qu'il n'a jamais lu un classique de la littérature, mais il serait ridiculisé de son incroyable domaine d'activité. Un type qui parle du cinéma et qui vous dit tout d'un coup, mais je n'ai jamais ne serait-ce que vu 100 films de ma vie, il vous dirait, le spectateur, il se demanderait pourquoi il se casserait le cul à aller voir un type qui est aussi inculte que celui-ci. Un critique musical, quelqu'un qui parle de musique, c'est ça sa vie, qui vous dit soudain, je n'ai jamais écouté les bases de ce style musical que je suis censé critiquer, il serait ridiculisé par ses spectateurs, mais sur internet, les gens qui jouent du jeu vidéo en public, les gens qui parlent de jeux vidéo en public, les gens qui critiquent du jeu vidéo en public, sont censés tous être des crétins nés de la dernière pluie, qui n'ont jamais fait leur classique, donc bordel de merde, faites vos classiques. Et je suis en train de viser personne en particulier, mais j'ai remarqué que maintenant sur les sites professionnels de journalisme, de jeux vidéo, il y a des incroyables nouvelles émissions que c'est du genre « Ah, je n'ai jamais joué de ma vie à Ocarina of Time, allons découvrir ce que c'est Ocarina of Time !» Je veux dire, imaginez, les gens ils n'ont jamais joué à leur classique, ils n'ont pas idée de ce que c'est le jeu vidéo, mais ils vous diront quels jeux sont censés être bons et mauvais sur leur point de référence. Leur point de référence, c'est des connards incultes qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo de leur vie. C'est incroyable à se dire, c'est fou, c'est inouï, et ce n'est possible que dans le domaine du jeu vidéo, aussi incroyable que ça. Donc tant que le jeu vidéo ne sera pas considéré comme un patrimoine qui mérite d'être étudié suffisamment avant que les gens puissent s'ouvrir leur claque-merde sur des sujets qu'ils ignorent et dont ils sont pourtant ravis de noyer les gens sous les incroyables efforts diatribes de leurs incroyables capacités à ne pas être cultivés, c'est pas très dur, il n'y a pas des centaines de consoles, il n'y a pas des centaines de jeux, il y a suffisamment de jeux par console pour dire que 5 suffit. Vous devriez avoir joué à la NES, vous devriez avoir joué à la Master System pour comprendre que c'est un système d'arcade qui est totalement différent de celui qui était en face. Il faut se dire aussi qu'il n'y a pas des centaines de jeux qui sont exclusifs à la Master System, qui sont intéressants comme jeux console. Je veux dire qu'il y a quelques classiques d'arcade, qu'il y aura aussi des classiques d'arcade Sega, donc il y aura une forme de recouvrement des deux, qu'il y aura certainement des jeux sur PlayStation 1, sur PlayStation 2, sur Super NES, sur Saturn et sur PlayStation, et que c'est tout. Je veux dire, vous en prenez une poignée, ça prend pas des siècles, ça prend genre 1 an ou 2. Moi, ça va faire à peu près depuis 1989 que je parle de jeux vidéo et que je joue aux jeux vidéo. Depuis septembre 2005, je parle de jeux vidéo sur Internet. Et vous savez quoi? Je me limite à des sujets que je comprends vaguement. C'est pour ça que je joue pas aux jeux de sport, parce que les jeux de sport, c'est tout un pan entier de trucs que je dois découvrir en plus, que j'ai pas le temps. Je suis en train de parfaire des informations que j'ai commencé à apprendre quand j'avais 3 ans. Et ça, c'est ma limite en tant que critique vidéoludique. Vous voulez parler de jeux de foot? Je ne sais pas parler de jeux de foot. Vous voulez parler de jeux de sport? Je peux faire un effort sur certains sujets, mais pas sur l'intégralité. Jeux de stratégie, peut-être les jeux de stratégie japonais, quelques incroyables efforts dans le genre les Command & Conquer, mais c'est ça. Et je suis dans les limites de ce que je sais faire. Mais la plupart des gens, ils sont ravis d'admettre qu'ils sont totalement incultes et qu'ils n'ont jamais fait leur classique. Or, si le jeu vidéo est un patrimoine, il faut admettre maintenant qu'il est temps de se cultiver. Point. Une question de nostalgie. Alors, il y a une autre question qui est valide et qui se pose, c'est de savoir si ces jeux rétro ont une valeur vidéoludique intrinsèque ou si ce sont simplement des jeux pour gros nostalgiques. Alors, je n'ai jamais considéré que les vies c'était mieux avant, je pense pas que les jeux étaient mieux avant, et je suis pas non plus de ce type de personne qui appelle de leur vœu le retour de l'URSS, c'est une évidence, parce que comme vous le savez, holocauste nucléaire. Mais toujours est-il que ici, ce que je peux vous dire, c'est que certes, il y a des gens qui sont nostalgiques, ils sont nostalgiques des jeux qu'ils ont joués, ils jouent toujours aux 5 mêmes jeux, ils sont en train de se rapprocher de la tombe, ils se disent si seulement je pouvais rejouer aux jeux auxquels je prenais plaisir à jouer. Mais ils jouent aux jeux pas simplement parce que ces jeux leur rappellent le fait qu'ils étaient heureux, ou qu'ils étaient chéris, ou qu'ils étaient choyés par des gens qui leur offraient des jeux, des choses comme ça leur rappelle aussi des gens qui sont peut-être morts, et on peut comprendre qu'il y a une forme de nostalgie pour des moments passés, des trucs comme ça. Mais moi, ce que je vous propose, c'est pas ça. Ce que je vous propose, c'est de jouer à des excellents jeux qui se trouvent être vieux, c'est tout. Je veux dire, il y a des jeux qui méritent d'être découverts et qui ne seront pas du domaine de ce que vous avez actuellement sur les étals, parce que il faut dire que les jeux qui sont proposés de nos jours, ce sont pas principalement des jeux, ce sont des histoires, paraît-il, et que ce sont généralement des histoires assez mauvaises quand on y réfléchit posément pour peu que vous ayez jamais lu un livre, et que voilà la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'on faisait dans le passé comme jeu vidéo? Et dans le jeu vidéo, on faisait des jeux vidéo qui étaient principalement des jeux vidéo, ils fonctionnaient sur des systèmes de gameplay qui sont différents des systèmes de gameplay que vous avez de nos jours, et ils sont intéressants pour ça. De même, d'un point de vue ethnographique, si vous avez envie de comprendre les générations précédentes, vous essayez de lire leurs livres, de voir leurs films, d'écouter leur musique, et peut-être même maintenant, vous aurez la possibilité, à partir d'une époque particulière qui est celle de
vers le début des années 70, 71, je vous avais dit, vous aurez donc la possibilité de savoir à quoi ces gens jouaient comme divertissement électronique, ce qui est assez sympathique à dire quand on pense que c'est toute une forme de mécanique qui a été créée soit pour, je vous le rappelle, détruire les codes nazis des systèmes Enigma, ces incroyables machines qui faisaient du mystère, ou peut-être même de se dire que c'est un peu aussi les systèmes de calcul des ordinateurs, c'était les systèmes de calcul qui ont été nécessaires, envoyer là les magnifiques fusées sur la Lune. Donc c'est le sommet de la réflexion humaine utilisée pour jouer, et que ça peut être amusant aussi de se plonger dans ce que l'on considérait être un jeu dans le passé, tout en sachant évidemment que les gens ont le droit d'être nostalgiques, ont envie d'être nostalgiques, mais qu'ils n'arrivent pas à prétendre que les jeux étaient nécessairement mieux avant. Les jeux étaient différents, c'est évident, mais on peut aussi considérer que les jeux rétro ont cette beauté d'avoir cette incroyable capacité qui est cette fonction de dépasser des limitations extrêmes pour arriver à vous amener dans un système vidéoludique qui est fonctionnel. Parce qu'on imagine difficilement à quel point les moyens étaient réduits dans le passé pour faire des jeux. Tandis que maintenant, on a les cinématiques qui nénania, les acteurs qui savent pas jouer, et le gameplay qui est incroyablement roboratif. On vous parle dans un talkie-walkie, vous êtes là, oui, ferme ta gueule, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, ferme ta gueule, j'ai compris, non, c'est bon, maintenant je peux jouer, alors appuie sur A pour pouvoir jouer, t'es là, ok, et tout ça. Bref, le jeu vidéo n'a pas toujours été comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'il est arrivé à ce qu'il est devenu. Et vous devriez avoir compris l'incroyable diversité des étapes qu'il y avait entre le premier point et le dernier pour pouvoir judicieusement considérer que vous savez de quoi il est question quand on cause de jeux vidéo. Alors on peut pas avoir joué à tout, c'est une évidence, mais je veux simplement vous dire ceci, au plus on en sait, au moins on s'embête dans ce domaine d'activité. Ce n'est pas comme la philosophie où à chaque fois qu'on ouvre un livre, on se rend compte de l'incroyable univers des choses qu'on ignore. Là on peut se dire que au moins tel jeu, on le connaît, et on sait en quoi il a pu peut-être éventuellement influencer le futur, ou préfigurer ce qui s'est passé après, et des choses comme ça, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. En même temps, je suis très intéressé par le jeu vidéo, donc je dois vous dire que c'est un peu mon dada, je ne saurais pas vous tenir le type de discours similaire sur, je sais pas, moi, le sport automobile, des choses comme ça. Simplement, le jeu vidéo rétro a une valeur vidéoludique intrinsèque, et ça, même si certaines personnes vous diront que oui, ce n'est que pour les nostalgiques, et les nostalgiques jouent aux jeux de leur époque, c'est évident, mais moi, ce que je vous conseille à vous, c'est de vous replonger dans ce que les autres, ils ont joué dans le passé, pas de recontinuer à faire toujours cet incroyable sillon mémoriel qui est le vôtre, et que vous connaissez sans doute parce que c'est le vôtre. Découvrez de nouveaux trucs, même s'ils sont anciens. Le mot de la fin. Et maintenant, je vais vous laisser avec la petite maxime de fin, une phrase aisée à mémoriser qui va résumer l'intégralité de cet incroyable symposium de haute volée que je vous ai donné pendant maintenant près de 6 heures, et que c'est comme ça que ça se passe. Je vais simplement vous dire que le savoir ne s'achète pas, il se vit. Nulle discipline n'avance sans être cataloguée, préservée, apprise et inculquée. Il est question de protéger la riche histoire du jeu vidéo pour faciliter son éventuel futur, à moins, vous savez, holocauste nucléaire, tout ça. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires, c'est une évidence, et je suis en train de réfléchir à une autre forme de réflexion qui pourrait vous être utile, car je sais que celle-ci a beaucoup duré à arriver, et que maintenant il est en train de se passer quelque chose qui a beaucoup changé la manière dont on peut considérer que le jeu vidéo existe, c'est que, en fait, ces dernières semaines, là maintenant, le jeu vidéo console a énormément changé, certains diraient même qu'il est mort. Alors je vous en parlerai dans quelques semaines, histoire d'avoir tous les détails nécessaires à imaginer ce que c'est cette génération future, qui sera le rétro gaming de demain, mais que voilà. Je vous dis bonne soirée, je vous dis merci de votre attention, car j'imagine que vous allez regarder ceci le soir, parce que regarder ceci à votre pause de midi, ça va être particulièrement fatigant, parce que c'est long, voyez-vous, comme vidéo, et je sais que c'est long, mais quand on a des choses à dire, quand on a une réflexion un peu plus profonde, il faut avoir le temps de l'exprimer, et je me rends compte que si je voulais, je pourrais sortir toutes ces vidéos de manière plus courte, et d'avoir, oh, il y a un topic ici, il y a un topic là, et oh, je vous parle de ceci, je vous parle de cela, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir la possibilité de faire le tour de ma réflexion d'une fois. Donc, je vous le répète une dernière fois, c'est la maxime du jour, le savoir ne s'achète pas, il se vit. Fierce and strong and